Bonjour à tous. Alors, moi, je ne connais pas Lomé, je ne suis jamais allé au Togo. Je connais une vingtaine de pays d'Afrique, mais pas le vôtre. Par contre, j'étais avec le magistrat en chef du Togo cette semaine. Je formais à l'École nationale de la magistrature des grands magistrats africains et il y avait un collègue de Lomé qui m'a invité à venir un jour. Alors, peut-être que j'irai vous voir à Lomé. Qui suis-je, moi? Je suis un scientifique français, pur universitaire, hein. Je suis professeur à l'université Sorbonne Université. J'enseigne, moi, la physiologie environnementale, c'est-à-dire les relations entre les êtres vivants et l'environnement, dont l'humain, bien sûr, hein, et la biodiversité. J'ai été donc 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle. J'ai eu la chaire au Collège de France sur le développement durable. Et aujourd'hui, deux petits points. Je suis le président du CEBIOS, qui est un centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme et la bioinspiration. Chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Et enfin, pour l'anecdote, je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées qui a été classée il y a 2 mois au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et c'est l'endroit en Europe qui a le plus d'espèces ramenées à la surface. Alors vous voyez que ce sont plein de choses intéressantes qui devraient vous intéresser. Et je m'intéresse depuis le début aux éco-délégués. On a réuni autour de la table donc sept éco-délégués. Du coup, ils sont plus que 6 puisqu'il y en a une qui est en évaluation qui n'a pas pu se libérer. Je vais présenter un petit peu ce qu'on a mis, nous, derrière le terme éco-délégué au niveau du lycée français de Lomé. Et ensuite, je leur donnerai la parole pour qu'ils puissent se présenter et présenter les projets éventuellement dans lesquels ils sont engagés au niveau des classes ou des niveaux. Donc, pour nous, les éco-délégués, ce sont des maillons très, très importants dans le déroulé des projets éco-responsables au niveau de l'établissement et à l'extérieur également. Ils sont à la fois des ambassadeurs qui participent au comité de pilotage E3D et qui représentent l'établissement lors d'événements en lien avec les démarches E3D. Ce sont des relais de connaissances, d'informations et d'actualités sur les thèmes qui touchent à l'environnement et à l'humain, qui font le lien entre leurs camarades et les différentes instances du lycée et qui informent les classes et les camarades des projets auxquels chacun peut s'associer. Ce sont des initiateurs, ils sont moteurs dans la mise en place d'actions et ils mettent en place une stratégie de communication efficace, par le biais d'affichage, l'ENT, alors qui est en voie de construction, le journal du lycée, site, blog, réseaux sociaux, etc. Ils participent également à la rédaction de communiqués de presse, de campagnes d'affichage. Donc ça, c'est en cours, notamment en lien avec la semaine des lycées français du monde qui arrive la semaine prochaine. Voilà. Et puis, ce sont aussi des témoins et des garants des actions menées par le retour qu'ils nous font des actions dans l'établissement. Donc, je vous propose de faire le tour de table et que chacun présente un petit peu les projets liés à son niveau. Donc, vous dites votre prénom et puis votre classe. Voilà. Et puis le projet, s'il y en a un, ou celui dans lequel vous aimeriez vous investir. Bonjour, moi je m'appelle Isaac Parent, je suis en 4e 2. Et dans notre classe, on a eu 2 projets auxquels je vais parler. Alors, tout d'abord, on a fait un rap écologique en cours de musique. C'est un rap dans lequel on doit sensibiliser les autres classes sur tout ce qui est biodiversité et écologie. Et en art plastique, on a fait un projet qui est de faire un t-shirt unique pour sensibiliser sur la surconsommation de produits de marque. Des produits qui sont faits par des personnes qui ne sont pas très bien payées et faits en masse. Donc, c'est des t-shirts uniques qu'on va vendre pour la semaine des lycées français du monde. Bonjour, je m'appelle Adwadie Stevens, je suis en 5e 1 et en art plastique. On est en train de travailler sur une cité idéale pour réduire la pollution et la consommation d'énergie fossile. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en première B et je n'ai pas de projet particulier, mais j'aimerais bien développer un projet qu'on a d'une brocante ou vide-grenier pour échanger des produits de seconde main ou les donner à des associations qui
D'accord, très bien. Bonjour, je m'appelle Marie Caboret, je suis en 6e 2. Nous, en ce moment, nous faisons un projet que nous avons nommé TARA, / grain de reporter scientifique. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment sur ce projet, il est encore très mystérieux. Et nous étudions ce projet principalement en cours de sciences et d'histoire-géographie. Et pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose, alors je laisse la parole à Camille. Bonjour, je m'appelle Annie, je suis en terminale. Comme Joël a dit, on n'a pas vraiment de projet en cours au lycée. Et moi, j'aimerais favoriser non seulement la brocante ou le vide-grenier, mais aussi peut-être une journée ramassage de déchets à la mer ou dans le quartier et sensibiliser au maximum les personnes à travers les réseaux sociaux ou même dans l'école. Très bien. Bonjour, je m'appelle Kéliane, je suis en 3e 2 et dans notre classe, on a fait plusieurs projets. Donc en SVT, on devait faire des discours sur des faits nocifs pour la planète. En art, on a fait des séances photos avec des habillages faits en plastique, donc pour le recyclage, etc. Et en espagnol, on va faire aussi un discours, mais cette fois en espagnol. Très bien. Voilà. Bien sûr. Merci. Alors, je précisais juste que par rapport en 6e, donc c'est le projet Tara Océan avec la fondation Tara Océan, Qu'on connaît bien. voilà, qui a juste débuté. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne sont pas très avancés et c'est un projet interdegré avec l'école primaire. Donc là, ils sont allés déjà sur une plage. Ils ont ramassé du sable, je crois, ça. Oui. Ils ont ramassé du sable et ensuite, ils l'ont analysé au microscope. Et il y a des projets avec des écoles du quartier aussi d'aller faire du nettoyage sur une plage. Très bien. Tara, on connaît bien. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec eux. Hein. On a fait le premier tour du monde entre 2009 et 2013 avec Tara. On pourra en dire 2 mots si vous voulez tout à l'heure. On travaille beaucoup avec eux. Et donc, il y a d'autres projets qui vont se mettre en place, mais donc la formation des éco-délégués, c'était la semaine dernière. Donc, pour l'instant, c'est encore en mûrissement, en réflexion. Parfait. Alors, de ce que j'entends là, pour l'instant, vous n'avez pas encore de projet bien identifié. On commence tout juste. Hein. La rentrée n'est pas si lointaine. Donc, moi, je travaille avec beaucoup d'éco-délégués dans les lycées en France et puis aussi outre-mer. Hein. On avait commencé, nous, un gros travail il y a maintenant quelques années à Valencia. On avait fait une COP climat avec les élèves des classes de seconde des lycées français du pourtour de la Méditerranée. Et chaque classe représentait un pays. On avait simulé une COP. Ça avait été un très, très joli événement. Et depuis, avec l'AEFE, je suis intervenu plusieurs fois. La semaine prochaine, je vais en Afrique plus au nord, au Maroc, à Tanger. Et je le ferai durant la semaine qu'évoquait notre ami à l'instant, une intervention justement sur le rôle des éco-délégués. Alors, vous avez vraiment un rôle important à jouer. Je pense que si vous avez accepté de venir éco-délégué, c'est que vous vous sentez concerné au sein de vous-même par les questions de l'environnement. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les questions de l'environnement, on a deux grandes thématiques, hein, le climat d'un côté et de l'autre côté, l'effondrement du vivant. Je ne parle pas d'extinction, on n'est pas là encore, on vit en ce moment, mot à mot, une diminution très importante du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages, plantes, animaux, champignons, tout ce que vous voulez. Et puis, à l'inverse, une explosion du nombre d'animaux domestiques. Et ça, c'est un très grave problème. Aujourd'hui, par exemple, hein, imaginez, au Togo, dans le monde aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de vaches, 4 milliards de cochons, 23 milliards de poulets. Alors, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il ne faut pas manger de viande, hein. Je ne suis pas végan, mais on en mange beaucoup trop. Donc, comment demain être capable, effectivement, de vivre bien? Notre but, il est là, hein. Et c'est le rôle aussi des éco-délégués. Dites à vos amis, on a envie de vivre ici. Pourquoi pas Lomé au Togo, puisque vous y êtes. Je suppose que vous aimez cette région. Vous voulez vivre heureux, plus tard avoir une famille, bien sûr, des enfants,
même comme c'est mon cas, des petits-enfants. J'ai 3 petites filles de votre âge, là. Et également des amis. C'est important de maintenir des amis autour de soi et de créer de l'emploi. Ça veut dire qu'être capable, dans le monde actuel, d'offrir à des jeunes des emplois pour qu'ils puissent travailler, s'exprimer, eux aussi créer une famille. Tout ça, il faut le faire sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Donc, on fait tout pour ne pas détruire Lomé au Togo, comme on pourrait détruire Bordeaux, Paris ou New York ou Pékin, hein, comme vous voulez. Et la question, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne ça en considération. Et ça demande en fait pour l'humain de changer un peu ce qu'il a dans la tête. Alors là, quand je vous ai écouté, vous travaillez sur des produits recyclés, vous travaillez sur des produits plus vertueux, qui polluent moins, qui empoisonnent moins, c'est très bien. Avec Tara, effectivement, on a beaucoup montré quelle était l'importance de l'océan. Alors, je ne connais pas le Togo, mais je connais la Côte d'Ivoire, je suis allé au Ghana, je connais la Guinée, je connais le Sénégal, ce n'est pas très loin de chez vous. Et puis, c'est vrai, le Gabon également, je connais. Et c'est vrai que le golfe de Guinée, en ce moment, en face de chez vous, est en train de changer beaucoup, hein. On voit les plages qui s'en vont, qui disparaissent, avec effectivement une érosion marine très importante. Et puis, le vivant, là aussi, comme partout ailleurs, qui est en train de s'effondrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On arrête de se lamenter ou de se désespérer, hein. Mon message, il n'est pas du tout pour vous faire encore plus peur, ou pour vous dire c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas du tout le message, hein. Donc moi, je laisse de côté des gens qui parlent de collapsologie ou de catastrophisme. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tous, là, les filles et les garçons. Vous avez envie de faire quelque chose. Même si vous ne savez pas quoi encore, on va discuter de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour améliorer la situation? Le problème des jeunes que vous êtes, c'est que les générations antérieures, la précédente et celle d'avant, il faut bien le reconnaître, on fait un peu tout et n'importe quoi, hein. On a dégradé l'environnement, on l'a empoisonné, on a coupé trop d'arbres, on a pêché trop de poissons, on a changé le climat. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'il y a une injustice quelque part, hein. Vous démarrez dans la vie avec quelque chose d'un peu compliqué. Mais ce n'est pas une raison pour dire que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, hein. Et moi, je reste optimiste, hein. Je dirais même qu'aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste, hein. Il fallait l'être avant pessimiste, hein. On a envie de faire quelque chose. Et mon rôle à moi aujourd'hui avec vous, c'est de vous donner envie de vivre ce futur. Alors d'un côté, il est préoccupant. Je suis très proche, moi, d'un monsieur qu'on connaît très bien en France, un très vieux monsieur qui est le meilleur sociologue et philosophe en France aujourd'hui, qui s'appelle Edgar Morin. Ce monsieur, il a eu 100 ans. Vous vous rendez compte? Il est né le 8 juillet 1921. Il a eu 100 ans, là, il y a quelques semaines, et on parle beaucoup avec lui. Il a une réflexion sur le monde qui est très importante, hein. C'est un philosophe qui réfléchit sur la façon dont l'humain va s'adapter à ce nouveau monde. Eh bien voilà, il faut l'écouter parce que ce qu'il dit est très intéressant. Et on parle bien sûr beaucoup de l'océan, évidemment, on va en parler un petit peu. On parle du vivant, parce que franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change s'il n'y a pas de vie sur la Terre, hein? Il y a vos forêts tropicales de votre pays, du Togo. Il y a les grandes villes humaines construites au bord de la mer, ce qui n'est pas sans problème. La mer est en train de monter, et en particulier chez vous, beaucoup en ce moment, hein. La forêt s'en va, les espèces s'en vont. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne se lamente surtout pas, on fait des choses. Et c'est là que vous avez une mission particulière au fond de vous-même, convaincre vos élèves, vos amis, hein, vos sœurs, vos frères, vos parents même, convainquez vos parents aussi, hein, qu'il faut changer. Parce que si on continue à faire comme on a fait là, ça ne va pas s'arranger tout seul. Il y a un très très grand savant que vous connaissez, un physicien qui a eu un prix Nobel, il s'appelait Albert Einstein, il vivait au début du XXe siècle, et il a dit une chose très importante, il disait un jour, vous savez, comment voulez-vous résoudre un problème avec la mentalité qui l'a créé? Si vous avez une activité qui dégrade tout, vous ne pouvez pas changer le système avec les mêmes habitudes, hein, les mêmes pensées. Donc voilà, ça veut dire que dans ce que je dis là, on nous dit toujours qu'il faut nous adapter. Moi, je connais beaucoup de chefs d'État africains. Je suis beaucoup allé au Botswana, je suis allé à Madagascar, je suis allé au Mozambique, je suis allé au Kenya, je suis allé en Éthiopie, je suis allé en Afrique du Sud, bien sûr, dans les pays aussi du Maghreb aussi, bien évidemment. Et à chaque fois, en Égypte, chaque fois, on me dit, monsieur le professeur, vous nous dites qu'il faut s'adapter.
Oui. Et pour s'adapter, il y a une chose fondamentale qu'il faut expliquer à vos amis. Pour s'adapter, il faut changer. On ne pourra pas s'adapter si on fait comme avant. Donc ça, je voulais vous convaincre de cela. Et c'est le principal message que vous devez donner à vos camarades et à vos parents. Voilà, il faut qu'on s'adapte parce que ça change. Et quand la vie se confronte à des changements, elle a une seule solution. Si elle veut continuer à exister, elle s'adapte. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup au vivant, parce que le vivant, il a 4000 millions d'années, vous imaginez, presque 4000 millions d'années. Il a subi les pires problèmes. Des météorites géantes qui impactent la Terre, l'eau de mer qui monte, qui descend, des températures beaucoup plus basses, beaucoup plus hautes, des milieux beaucoup plus acides, des volcans incroyables. Il n'y en a plus comme ça aujourd'hui. Et bien, malgré tout ça, le vivant, il est toujours là. Comment il a fait? Et c'est pour ça que nous, dans ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bioinspiration avec les élèves, on explique que si on regarde comment le vivant a fait, on peut aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et sans polluer, sans détruire, sans effectivement avoir les impacts que l'on a aujourd'hui. Voilà un peu le débat général. J'espère que je suis assez clair avec vous. J'ai quelques images, je peux vous en montrer quelques-unes si vous voulez. C'est qu'est-ce qu'on fait en travail aujourd'hui là-dessus. Comment, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, moi je suis professeur en médecine, dans les écoles vétérinaires, dans les écoles d'agronomie, à Jussieu en écologie, mais j'enseigne aussi maintenant les magistrats. Il y avait notre ami du Togo l'autre jour à Paris. J'enseigne aussi les écoles de commerce, les écoles polytechniques, les écoles centrales, ce qui veut dire que tous nos jeunes aujourd'hui se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer comme on a fait avant. Voilà. Et c'est le rôle que vous avez. Dire aux autres, vous savez, on constate ce qui passe. On n'est surtout pas trop inquiet, ce qui fait qu'on ne fera rien du tout. On n'est pas là pour se désespérer. Il faut prendre le problème très fort et dire à tout le monde, c'est important. Et là où il faut se fâcher quelquefois, c'est quand les gens vous disent, oui, vous avez raison, c'est bien, mais on n'a pas le temps. Eh bien, aujourd'hui, le temps, il faut le mettre là. Et l'action, il faut la mettre là. Nos principaux problèmes, c'est ce climat qui change trop vite et c'est ce vivant qui s'en va. Et je terminerai en vous disant une chose. Qu'est-ce que vous mangez? Que du vivant. S'il n'y a plus de vivant, vous ne mangez plus rien du tout. Et surtout, au fond de vous-même, depuis le tout petit bébé, vous êtes fait d'eau liquide. Un bébé humain qui naît à Lomé, comme n'importe quelle partie du monde, garçon ou fille, c'est 3/4 d'eau liquide. Ce n'est pas fait pour laver sa voiture. Vous voyez très bien que l'eau est tellement importante. Et également, ce qu'on appelle, nous, les micro-organismes symbiotes qui vivent dans nous et sur nous. Notre trou de nez, nos cheveux, notre lit ce matin. Et dans la forêt tropicale que vous connaissez, et dans l'océan, en face de chez vous. Ils sont partout, ces micro-organismes. Des bactéries, des protistes. Et ça, c'est extrêmement important. Si on perd le dialogue avec ces micro-organismes, on est malade. Si des personnes, les vieilles personnes, les gens trop gros, les gens qui ne font pas de sport, les gens qui ont du diabète, les gens qui font de l'hypertension, c'est parce qu'ils ont perdu leur relation avec ces organismes qui sont autour de nous, dans nous et sur nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on revient à quelque chose de comme ça. Et je finirai en vous disant que ce petit Covid-19, regardez de quoi on a l'air avec nos masques. Là. Moi, je n'en ai pas mis parce que je suis tout seul chez moi, donc je n'ai pas besoin de masque. Mais vous avez des masques. Je vous assure que vous seriez beaucoup plus joli sans masque. Là, je ne vous vois pas très bien. Là. Tout à l'heure, j'écoutais mon ami, je ne comprenais pas ce qu'il disait à cause de ce masque. Pourquoi on met ce masque? Parce qu'un petit virus, tout petit, 15 gènes, on a 29 000 gènes, 15 gènes de chauve-souris, quelque part en Chine, durant l'année 2019, a muté, il a changé. Et nous, on est clair maintenant, on est allé le chercher dans ces grottes. Vous avez des merveilleuses chauves-souris aussi au Togo, les grandes roussettes que vous mangez quelquefois. D'ailleurs, il faut faire attention avec ces animaux. Eh ben, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles là où ils sont. Parce que ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'on est allé chercher des chauves-souris dans des grottes et on les a ramenées dans une grande ville qui s'appelle Wuhan. Et là, il est passé par un marché ou par un laboratoire. Ça m'est égal. En tout cas, ce virus ne vivait pas à Wuhan. C'est parce qu'on est allé chercher des chauves-souris dans les grottes qu'on a mis dans ces conditions-là qu'il a changé. Il a fait ce qu'on appelle un saut d'espèce. Il est passé de la chauve-souris à l'humain, peut-être à travers un autre animal.
On a plein d'exemples où ils sont passés par le dromadaire, ils sont passés par le poulet, ils sont passés par le cochon, ils sont passés par des petits animaux qu'on mange sur des marchés chinois. Donc, on a plein d'exemples. Hein. La plus grave maladie de l'humanité après la peste, c'était la grippe espagnole. Elle était passée par les canards aux États-Unis. Donc, vous voyez que c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Et vous avez de la chance de vivre dans une région du monde, le Togo, avec une extraordinaire biodiversité. Moi, je l'admire à chaque fois. Hein. On va faire des images, des photos. Le muséum, moi que j'ai présidé, on a des laboratoires partout. Quand on va en Ouganda pour voir les chimpanzés, quand on va effectivement au Kenya pour les éléphants ou au Botswana, les girafes aussi, eh bien, on se rend compte que ces milieux sont incroyablement riches. Ils sont à vous. C'est votre richesse à vous, votre biodiversité. Donc voilà, il faut faire beaucoup plus attention. Et en fait, il faut arrêter d'être imprévoyant. Hein, quand vous faites quelque chose, pensez à ce que vous faites. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'appelle moi une culture de l'impact. Hein. Qu'est-ce qui va se passer si demain je bois ceci, je mange cela, je prends ma voiture pour aller là, je vais prendre l'avion pour aller ici, je vais acheter ceci ou cela, un nouveau pantalon, une nouvelle robe, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis ensuite, bien sûr, l'arrogance. L'humain se croit toujours plus fort que les autres. En fait, il est beaucoup plus bête que les autres, bien souvent. Hein. Et puis enfin, on est trop cupide. On veut toujours plus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va vivre. Et nous, Européens, on a besoin de vous, Africains. Je le dis toujours, vous savez, l'humain est africain. C'est très clair. La génétique est formelle. L'humain est né en Afrique, que ce soit en Afrique du Sud, en Éthiopie ou au Maroc, peu importe. Il est né en Afrique. Et l'humain est sorti d'Afrique depuis à peu près 100 000 ans. Et chaque fois que les Africains allaient vers l'Europe ou l'Asie, ils passaient par un Sahara qui n'était plus un désert. Vous voyez les relations entre le climat et les migrations de l'humain. Et puis, on a, comme ça, on est venu en Europe et en Asie. D'autres espèces humaines se sont développées, comme le Néandertal, qui n'a jamais été en Afrique. Hein. Il est en Europe et en Asie. Et puis, on a stabilisé les populations. Et aujourd'hui, il y a 8 milliards d'humains. Alors, je ne sais pas si c'est trop, en tout cas, c'est beaucoup. Hein, parce qu'en 70 ans, on a multiplié par 4 la population humaine. Donc voilà en quelques mots ce qu'est l'humain aujourd'hui dans son oubli de ses relations au vivant. On ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Donc il faut se mettre ça dans la tête tout le temps. Dites-le à vos amis. Si on pense à ça, et si on admet que nous sommes aussi le vivant, ça changera tout. Parce que dans ce cas-là, on comprendra que chaque fois qu'on va dégrader ce vivant, l'agresser, le détruire, on le fait contre nous. Ce qui est un peu stupide quand même pour une espèce qui elle-même s'est appelée l'homme sage, le sapiens. Vous voyez, cette philosophie-là, on part de la science. Et pour ça, pour moi, c'est clair que la science est fondamentale. Pas les opinions. La science n'est pas une opinion. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Eh bien, avec vos professeurs, vos parents, vos amis, dans la rue, au lycée, dans la forêt, sur la plage, vous pensez tout le temps à ça. Vous pensez que vous êtes dans un milieu rempli de vivants dont on a besoin. Et que si on continue à créer du désordre, ça nous retombera sur le nez de toute façon. Alors, si on veut effectivement accepter d'être des humains responsables, eh bien, on change tous ensemble, on change pour faire beaucoup mieux. C'est ça un peu le dialogue et le débat avec mes amis éco-délégués. Est-ce que vous voyez mes images là? Oui, on voit vos images. Ben, regardez, je vais vous montrer 3 images simplement pour vous expliquer cela. Je vous ai mis ici, vous savez, un écosystème, c'est une construction par les êtres vivants sur un monde minéral qui était là avant, sur une falaise, sur un fond d'océan, dans une vallée quelque part. Et ce vivant, il s'organise. Alors, en forêt tropicale, vous avez une image ici, ou bien en récif corallien. Ce sont les 2 milieux les plus riches au monde en nombre d'espèces. Et puis l'humain, il a changé ça puisqu'il a installé des villes. Je vous mets une grande ville chinoise ici, Shanghai. Shanghai, vous vous rendez compte, hein, c'est le tiers des Français. Je ne sais pas combien d'habitants il y a au Togo, mais je pense qu'il y a plus d'habitants à Shanghai qu'au Togo. Donc, vous vous dites, bah, effectivement, c'est absolument gigantesque. Hein. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le climat, il change. La température de la surface de l'océan, chez vous, dans le golfe de Guinée, elle change en ce moment. Et dans le golfe de Guinée, la mer monte. Elle monte beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis les années écoulées. Depuis 5000 ans, elle ne montait presque pas. Et là, depuis 40 ans, elle s'est mise à monter très vite. Chez vous, il n'y a pas de glace, mais la glace fond dans le nord et contribue au fait que la mer monte chez vous. Et le deuxième problème, ce sont le vivant
Je vous ai mis une petite grenouille ici que j'aime beaucoup. Moi, je vais beaucoup en Amérique du Sud, en Patagonie. Elle ne vit qu'en Patagonie. Et cette petite grenouille, là, aujourd'hui, elle disparaît parce qu'on coupe tous les arbres qu'elle aime dans sa forêt, dans laquelle elle vivait depuis toujours, pour les remplacer par d'autres arbres qu'elle n'aime pas. Et puis, je vous ai mis ici un petit nouveau. Donc, on a dit quelques mots tout à l'heure, le coronavirus. Donc, c'est ça, en fait, sur lequel il faut revenir et réfléchir. Nous sommes un peu intranquilles, mais pas désespérés. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Alors, c'est quoi le vivant? Voilà. Le vivant, ce sont des bactéries. Partout, vous, là, mes amis qui m'écoutez, et moi aussi, hein, votre professeur, on est rempli de bactéries, plus que de cellules humaines. Et ça, on l'a complètement oublié. Il faut dialoguer avec ces bactéries pour être en bonne santé, être en forme, sauter haut, courir vite, aller loin, penser vite. Et après, il y a ce qu'on appelle les protistes, hein, des grosses cellules avec un noyau. Là, je vous ai mis des algues de l'océan qui font la moitié de l'oxygène de la Terre. Hein. Il n'y a pas que les forêts. Et là, vous avez aussi les levures que vous connaissez bien. Et sans levure, eh bien, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas d'humain. Donc, vous voyez qu'on est en permanence en milieu très, très connecté avec ce vivant. Après, vous connaissez, il y a les champignons et les plantes qui sont là, et puis les animaux. Je vous ai mis ici un petit tardigrade qui est très, très résistant. Et le seul endroit où il n'y a pas de vie sur la Terre, je vous l'ai mis ici, là-haut, ce sont les laves de volcans. C'est trop chaud. Mais quand la lave se refroidit, ce qui est le cas ici, on est sur un volcan de l'île de la Réunion, hein, dans l'océan Indien, et bien la vie s'installe. Les bactéries, les protistes, et puis les champignons, les plantes, et puis les animaux. Et je vous ai mis ici un drôle d'être vivant sur lequel on travaille, qui s'appelle un blob, et qu'on a pris comme symbole dans les écoles françaises. Il y a 4500 classes en France en ce moment qui ont un blob en élevage dans le cours de SVT. Et vous connaissez peut-être Thomas Pesquet, qui est astronaute, qui est rentré de l'espace il y a quelques jours. Lui a amené un blob avec lui là-haut dans la station. Et on regarde comment ce blob se développe en relation avec le changement climatique. Et c'est quelque chose qui est incroyable. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante, ce n'est pas une bactérie, c'est un gros protiste qui ressemble un petit peu aussi à un champignon. Et quand on l'élève au laboratoire ou dans la classe, il mange des flocons d'avoine, tout simplement. Eh bien, c'est un peu le symbole de ce vivant aujourd'hui qu'on utilise pour comprendre comment ce climat est en train de changer. Je passe encore une image, puis j'arrête. Celui-là, on en a parlé, c'est le coronavirus 19. On a classé le vivant, je passe. Regardez nos relations avec la Terre. Là, je vous ai mis un estuaire. C'est à Madagascar, en Afrique. Vous avez ici de l'eau douce, ici de l'eau de mer. Et ça, c'est quoi, ça? C'est une eau qui n'est ni douce ni salée. Elle est entre les deux. Eh bien, regardez. Là, je vous ai mis votre sang en ce moment. Dans votre sang à tous, en ce moment, il y a quelques éléments de l'océan. Du sodium, des chlorures, du potassium. Chaque humain, au sein de lui-même, a un petit morceau d'océan. Vous voyez comment l'humain, il est totalement inclus dans ce monde qui nous entoure. Il faut y penser en permanence. Je vous ai mis ici un désert. Eh bien, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Et là, il pleut quelquefois dans ce désert en Amérique du Sud, une fois tous les 12 ans. Et en quelques jours, voilà ce que devient ce désert. Vous voyez que la vie, l'eau, c'est la vie. Je vous ai dit, un bébé humain, c'est 3/4 d'eau tout à l'heure. C'est considérable. Voilà, et puis je termine là-dessus en vous montrant ce qu'est le vivant, des petits crustacés sur une plage de Guadeloupe en Amérique, très joli. Là, je veux vous faire plaisir, je veux vous séduire. Je vous montre des très jolis. Mais il y a aussi des très moches. Alors là, ça change tout. On me dit, mais monsieur le professeur, on va sauver les jolis, on laisse partir les moches. Non, 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 non. Tout ça, ça fait partie de la vie. Il faut tout garder avec nous. Celui-là en bas qui est vraiment très moche, il est vraiment très laid, hein, eh bien, il ne fait jamais de cancer. Pourquoi? On essaie de comprendre pourquoi. Il arrive à arrêter son vieillissement à un certain moment. Ça fait rêver les humains, bien sûr. Hein. Donc, si ce n'est pas les jolis ou les laids, voilà, c'est ça la biodiversité. Et je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire qu'il ne faut pas oublier ça. Si j'enlève le verre des bouteilles là, et puis le nickel des couverts, c'est que du vivant, partout, autour de nous, en permanence. On ne mange que ça. On a vu qu'on coopérait qu'avec ça. Les vaches, c'est très bien, on en a trop. Les poulets, c'est très bien, on en a trop. Ça, c'est une goutte d'eau de mer, de Tara. Ça, c'est une image de Tara.
des milliards de virus, des millions de bactéries, des centaines de milliers de protistes. Ça, c'est une goutte d'eau de mer, un sol, chez vous, à Lomé, dans la forêt, dans un champ agricole, dans une prairie, des bactéries, des champignons, des animaux. Ils sont très importants. Et avec nos produits aujourd'hui dangereux, nos pesticides, on a tué la moitié de nos sols. Jamais on ne nourrira 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. On les a tués aussi parce qu'on a des tracteurs beaucoup trop lourds. En Afrique, vous avez des choses fantastiques. Le paysan africain a des connaissances extraordinaires qu'il faut mettre en valeur. Ils savent faire chez eux. On peut les aider, mais sur leurs idées à eux, pas sur les nôtres. Et pour finir, je vous montre ce que c'est qu'un bébé à la naissance. Ça, c'est l'intestin d'un bébé ici qui naît. Tous, on a été bébés à la naissance, les filles et les garçons. Et ça, ce sont les bactéries de l'utérus de la maman. Et au moment de la naissance du bébé, ce qu'on appelle la rupture de la poche des os, les bactéries de la maman se précipitent pour aller, non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Et ça va déterminer sa vie future. Et regardez, je vous ai mis Tara là-haut, parce que simplement, on a séquencé l'ADN du plancton de l'océan, ce qu'a fait Tara, et on a séquencé l'intestin du bébé. Regardez, en rouge, c'est de l'ADN du bébé, en bleu des algues qui sont là. Regardez, on a un tiers de notre ADN en commun avec les microalgues, 2 tiers avec une mouche. Et c'est là qu'on a une communauté de vie sur la Terre, 60% avec une banane de chez vous, avec la vigne chez nous en France. Et pour terminer, je vous montre une dernière image, votre lit ce matin. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils mangent nos poils, nos cheveux, les cellules de la peau qui s'en vont. Ils sont partout. Alors, à moins de cas particuliers avec des hyperallergies, ça peut exister, mais c'est quand même rare, on vit avec. On a besoin d'eux en permanence. Donc voilà, je terminerai en vous disant que l'humain a besoin de tout ça, de ces bactéries. Il y a infiniment plus de bactéries qui sont bénéfiques pour nous que dangereuses, bien évidemment. Il y a aussi des pathologies qu'il faut combattre, bien évidemment. Ce n'est pas les mêmes forcément en Afrique que chez nous. Avec le changement global de température, on voit des moustiques africains qui sont maintenant chez nous. Le chikungunya, qui était une maladie du Congo, il est passé par l'île de la Réunion. Il y en a partout maintenant dans le sud de la France, des leishmanioses qui viennent d'Afrique aussi, parce que la température se réchauffe, l'eau de mer est plus chaude, l'eau douce aussi, et puis les avions les amènent partout. Voilà. Donc mon conseil vis-à-vis de vous, c'est que acceptons cela. Nous sommes le vivant, on vit avec eux, il faut les garder avec nous, et c'est la seule façon demain d'avoir une vie qui soit agréable. Et ça, vous, éco-délégués, vous devez l'enseigner, vous devez l'expliquer à vos amis, même à certains professeurs, et puis aussi à vos parents. Alors, j'ai fait un test sur vous et une brève synthèse. Gilles Boeuf a beaucoup voyagé à travers le monde. Il a de bonnes idéologies et pense que la Terre ne peut se rétablir si on garde les mêmes mentalités. Il nous a expliqué notre rôle et notre relation avec le vivant et qu'il fallait constamment y penser. Merci beaucoup, c'est parfait. Toi, tu gardes ça dans ta tête pour toute ta vie et tu verras, le monde ira beaucoup mieux. Mais il faut que tu l'enseignes aux autres, c'est le rôle de l'éco-délégué. Tout à l'heure, là, vous êtes en classe de 6e, de 5e, de 4e, de terminale aussi. En terminale, on est des grands déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, c'est aussi la réflexion entre les filles et les garçons. Et quand je suis venu à la COP, tu vois, j'ai été 2 ans pour m'occuper de la COP 21, j'avais 3 buts. L'océan, faire parler de l'océan. Avec Tara, on a beaucoup fait parler d'océan. Le vivant, parce que franchement, s'il n'y a pas la vie sur la Terre, on s'en fiche que le climat il change. Et les filles, les femmes. Les femmes, c'est très important. Elles ont un rôle qu'on a complètement oublié. Et je dis aux filles qui sont là, faites des sciences, les filles. Ayez goût pour les mathématiques, pour la biologie, pour la physique et la chimie. C'est très important. Vous êtes largement aussi bonnes que les garçons. Alors, allez-y. On manque de filles dans la science aujourd'hui. Je vais dans les classes de seconde et j'explique aux jeunes filles, mais allez-y, devenez ingénieur. Et je vous assure qu'elles réussissent très bien. En médecine, j'ai 3/4 de jeunes filles. Les sciences vétérinaires, j'en ai 80% de jeunes filles. L'école de la magistrature, j'ai les 3/4 de jeunes femmes. Vous voyez que ça vient tout doucement.
Donc, il faut que tout le monde travaille en commun. Et j'avais trouvé, quand j'avais rencontré les femmes africaines à Paris en 2015, plein d'idées absolument géniales. Elles sont conscientes du changement climatique. Elles savent ce qu'il faut faire. Et puis surtout, quand on dit, nous, au muséum, on a tué la moitié des éléphants et des girafes en 40 ans. Ce n'est pas les femmes qui font ça. Vous voyez que vous avez un rôle très important à jouer. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est que la 6e extinction? Alors ça, c'est une idée en fait qui est partie des paléontologues, hein, les chercheurs qui travaillent sur les fleurs et faunes du passé. Avant 800 millions d'années, on ne connaît pas trop parce que c'est trop vieux, tu vois. Les fossiles ont été effacés, ou bien c'était que des animaux au corps mou qui laissaient rien du tout. Tout va commencer avec l'invention par les animaux des coquilles. Et puis des cuticules, des carapaces, hein, de crabes par exemple, de scorpions, ou bien les coquilles d'huîtres ou de moules. Et puis des plantes aussi qui vont se fossiliser. Donc 800 millions d'années, on a regardé comment ça se passe et on se rend compte qu'il y a 60 crises durant lesquelles le vivant s'arrête, s'effondre, pas entièrement bien sûr, sinon il ne serait plus là, hein, et puis ça repart tout doucement. Et sur les 60 crises, on en a 5 très grandes. Hein. La dernière, la 5e, elle explique la disparition des dinosaures, par exemple, hein, et également de beaucoup de coraux aussi qui sont partis, beaucoup de plancton marin aussi. Celle d'avant, la plus grande, c'est la 3e. Il y a 250 millions d'années, elles disparaissent 96% du vivant, dans l'océan et sur les continents. Donc c'est une crise d'extinction. C'est un moment brutal dans l'histoire de la Terre où le vivant, il a failli disparaître, mais il s'est maintenu. Heureusement, sinon on ne serait pas là, bien sûr. Hein. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, on a repris ces 5 crises très grandes et on se dit, est-ce qu'on est aujourd'hui en train, par les activités humaines, de mettre en place les conditions d'une nouvelle, une 6e crise d'extinction? Parce qu'on détruit les écosystèmes, la forêt, les sols, les plages, on pollue partout, on surexploite, trop de poissons pêchés, trop d'arbres coupés, on dissémine tout partout. Et puis le climat change trop vite. Voilà. Et donc la 6e extinction, j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Et on dit qu'on est au début de la 6e crise si on ne change pas. Mais on a vu avec vous qu'on va changer. Alors j'espère qu'on va l'empêcher, tu vois. La grosse différence, c'est que là, elle serait créée uniquement par une espèce qui est l'humain, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas avant, bien sûr. Il n'y avait pas d'humain. Ok, j'ai une question. Est-ce que toutes les espèces sont nécessaires au développement de la planète? Si tu veux, en principe, oui, mais plus ou moins fortement. Par exemple, on s'est rendu compte, nous, sur des plages, par exemple, ou dans les forêts, que si on enlève une espèce particulière, on ne voit rien. Une autre, on ne voit rien. Une autre, on ne voit rien. Et un jour, on en enlève une et on voit tout. C'est-à-dire que tout l'écosystème change. On a eu des beaux exemples, par exemple, un animal qui s'appelle le castor. Vous connaissez le castor? Bivore, c'est un animal avec des grandes dents qui coupe des arbres. Et bien, le castor, il organise un écosystème. Donc, on l'appelle, ce qu'on dit, tu vois, une espèce clé de voûte. Hein. Une clé de voûte dans une église ou dans un château, tu vois, c'est la pierre du milieu qui tient tout. Et bien, c'est le cas de ces animaux-là. On avait une petite étoile de mer au Canada, et si on l'enlève, tout l'écosystème, on passe de 300 espèces à 2. Ça veut dire qu'il organise l'écosystème. Chez vous, en Afrique, il y a plein de cas. Hein. Regardez, par exemple, sur les baobabs que vous connaissez, hein, les chauves-souris qui vont féconder hein, les fruits des baobabs. C'était un joli travail. Il y a plein d'espèces en Afrique qui sont clés de voûte. L'éléphant est une espèce clé de voûte aussi. Ça veut dire que s'il s'en va, il désorganise tout un système, en fait. Hein. Donc, pour répondre à ta question, tu vois, moi, je pense que toutes sont utiles, mais il y en a plus utiles que d'autres. Donc, est-ce qu'on doit en priorité sauver les espèces clés de voûte? Probablement, mais on ne les connaît pas assez bien. Quand on regarde le système globalement, je vais prendre la forêt tropicale du Togo, hein, qui est bien abîmée, mais bon, heureusement, il y en a encore un petit peu. Et puis, sur les plages, vous avez aussi, partout ailleurs, hein, beaucoup abîmé le littoral. Dans le golfe de Guinée, on a dit les plages sont en train de partir. Alors, pourquoi? Est-ce que les humains sont trop nombreux? On s'est posé la question. Et puis aussi, on détruit sans réfléchir. On détruit, on enlève des bulldozers qui enlèvent la plage. On fait un hôtel sur le corail, sur la plage. On va enlever la forêt parce qu'à la place, on va mettre autre chose. Le problème, c'est de trouver un système de développement de l'humain en harmonie avec ceci. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que moi, il faut tout garder. Ça veut dire que si je construis un hôtel, là, par exemple, parce que je veux des touristes, pourquoi pas? Mais d'abord, je vais regarder ce qu'il y avait avant.
je vais faire un inventaire de ce qu'il y avait avant. Je vais construire mon hôtel en faisant extrêmement attention à détruire le moins possible, à polluer le moins possible, à pas tout emmener partout et sans surexploiter. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais restaurer l'environnement autour. Si je veux attirer des touristes au Togo, ben, il faut garder un joli pays. Parce que si on continue à détruire l'Afrique comme on fait aujourd'hui, demain, on n'ira plus chez vous. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas intéressant. C'est à vous de contrôler ça. C'est à vous de contrôler, Togo, le nombre d'avions qui arrivent chez vous. C'est à vous de contrôler le nombre de touristes qui arrivent de chez vous. Et c'est pareil pour l'industrie. Que vous acceptiez un peu d'industrie, oui. Et surtout, il faut développer une agriculture africaine bien pensée. Que sait faire l'Africain de base? Vous êtes d'abord, en Afrique, tout le monde est paysan, agriculteur. On n'est pas fait pour vivre dans les villes. Et c'est génial parce que le peuple africain, depuis le début, a trouvé des solutions à des problèmes qui sont gigantesques. Vous avez des solutions écologiques qu'on ne connaissait pas en Europe. Travaillons avec vous. Il y a des instituts français, comme par exemple l'IRD ou le CIRAD. Vos professeurs vous en parleront. On travaille beaucoup sur l'agriculture, on travaille beaucoup sur la pêche, sur la chasse. Dans quelles conditions? On peut faire tout ça, mais sans la démesure. Je ne suis pas contre les voitures, il y a trop de voitures. Je ne suis pas contre les avions, il y a trop d'avions. Tout est comme ça, en fait, aujourd'hui. Donc, le Togo doit contrôler clairement son afflux touristique. C'est à lui de décider. Ce n'est pas aux autres qui viennent d'ailleurs de décider. C'est à vous de décider en harmonie avec ce que vous avez envie de faire. Vivre heureux, longtemps, au Togo. Et pour ça, il faut faire attention, bien sûr. Et aussi participer aux efforts globaux, parce que le climat qui change, ce n'est pas les Togolais qui l'ont produit, bien sûr, ce n'est pas vous. Mais vous en payez aujourd'hui les conséquences. Beaucoup l'Afrique. Il y a une grosse injustice. Les très riches au nord ont créé le changement climatique. Et maintenant, c'est les gens plus pauvres ailleurs qui en payent les conséquences. Et particulièrement en Afrique. Donc nous, on se doit d'aider le peuple africain partout. On vous avait promis 1000 milliards de dollars à la COP 21 à Paris. Vous ne les avez toujours pas vus. Donc là, il y a une vraie question d'harmonie sociale générale. Et puis, il faut qu'on arrête le système actuel aussi, qui fait que 20% des humains qui ne sont pas au Togo, eh bien, ils gèrent et ils consomment 80% des ressources. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, vous avez un rôle absolument essentiel. Ne vous laissez pas faire. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire que pour la question de Kylian, ça me rappelle qu'il y a 1 ou 2 semaines, peu importe la date, on avait construit une chaîne alimentaire grâce à un logiciel. Et bon, la chaîne alimentaire était un peu fictive. Et là, en fait, le logiciel nous proposait de mettre une croix sur l'un des maillons de la chaîne. Et on a vu que si un seul d'entre eux disparaissait, tous les autres aussi. Oui, mais c'est un très joli exemple, tu vois. À la question de Kylian tout à l'heure, si tu veux. Mais quand même, malgré cela, il y en a quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres. Parce que tout pèse sur eux. Tu vois, l'éléphant, il fait une bouse. Vous avez vu d'ailleurs, allez voir les bouses d'éléphant, il y a plein de petits singes qui viennent manger dans la bouse. Ce n'est pas le caca qu'ils mangent, c'est les graines qui sont dedans. Parce que l'éléphant, il a mangé plein de plantes différentes et en faisant caca partout, il redissémine ses graines partout et il plante des arbres. Et voilà pourquoi ces espèces-là sont extrêmement importantes. En plus, un éléphant, ça marche beaucoup, ça va très loin, c'est très gros, ça vit longtemps. Donc, c'est vrai que ce sont des espèces qu'il faut garder avec nous. Puis l'Afrique sans éléphant, pour moi, ce n'est pas concevable, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut les garder avec nous. Mais je comprends aussi que pour un paysan africain, un éléphant qui débarque dans un champ, c'est une catastrophe. Un éléphant, c'est 1000 kilos par patte. C'est-à-dire qu'il a le poids d'une voiture à chaque patte. Donc, il faut aussi, bien sûr, aider le monde agricole à faire que les éléphants, pas les tuer, mais n'arrivent pas dans leur plantation. Ça demande de l'organisation, bien sûr. Et pour les chimpanzés, c'est pareil. Nous, on travaille beaucoup sur les chimpanzés au muséum. On va en Ouganda, on va au Congo, sur les gorilles aussi, au Gabon, au Centrafrique ou bien au Congo. Et c'est vrai que ces animaux sont incroyables. Comment est-ce qu'on les garde avec nous? Mais il faut expliquer à nos amis africains qu'il faut les garder ensemble. C'est d'abord leur richesse à eux. Comment on fait? C'est très important Mais je me rappelle un chef de tribu au Congo qui m'avait dit, mais on avait ramené des bébés bonobos, vous savez, des petits singes dans une île. On avait enlevé les rats, on avait enlevé tous les animaux dangereux pour les bonobos et on ramenait des bonobos. Et il m'avait dit, mais ça coûte combien une opération comme ça?
C'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellé. Ça coûtait le prix que je pouvais mettre sur la table pour aider la tribu à vivre 10 ans. Donc c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Les pygmées Baka au Congo, qui sont les meilleurs pisteurs du monde. Il est capable de voir qu'un rhinocéros est passé sur des rochers il y a un mois. C'est incroyable. Personne ne sait faire ça à part eux. Et ils s'en vont, ces gens-là. Leur qualité s'en va parce qu'on ne les respecte pas. Ils sont au bord des routes au Cameroun ou bien au Congo. Donc vous voyez que tout ça, c'est vraiment, vraiment des choses qui sont très importantes. Il faut que l'humain soit beaucoup plus harmonieux avec son environnement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et l'Afrique a un rôle essentiel à jouer. C'est une zone actuellement où la démographie est très active. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le biomimétisme et la bioinspiration? Oui, c'est une bonne question. Tout à l'heure, j'en ai parlé sans dire ce que c'était. Alors, si je définis le biomimétisme, vous connaissez tous Léonard de Vinci, ce grand peintre-là du début du XVIe siècle. Et Léonard avait écrit en 1516 une très belle phrase où il dit « Il était un grand peintre, un grand artiste, un grand scientifique, un grand ingénieur, il savait tout faire. » Et Léonard dira « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » C'est intéressant. Et bien tu vois, c'est là-dessus qu'on part pour faire du biomimétisme. On se dit, voilà, le vivant, on a vu, il a 4000 millions d'années. Donc, c'est quand même pas mal comme entreprise. C'est la plus belle entreprise de la Terre, la vie, bien sûr, à laquelle nous appartenons, on est bien clair. Donc, ça veut dire qu'elle a été capable de s'adapter pendant aussi longtemps. Très grande qualité. Tout à l'heure, on a dit, nous, on doit s'adapter. On a dit, il faut accepter de changer. Si on ne change pas, on va s'adapter à rien du tout. On est bien d'accord. Donc, on est allé chercher dans la nature les solutions qu'elle avait mis en place pendant 4000 millions d'années pour s'adapter au changement. Le climat, des volcans, des impacts de météorites, la mer qui montait trop vite, la mer hyper gelée. On a eu des cas où la Terre était entièrement gelée, à des époques où il n'y avait pas d'humains, mais la vie était déjà là. Et donc, on va chercher des matériaux. Par exemple, vous connaissez chez vous les insectes. Ils ont un sucre complexe qui fait leur carapace, qui s'appelle la chitine, qui est incroyable. C'est bien plus léger que nos os, c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup plus plastique et ça dure beaucoup plus longtemps. C'est magique pour faire un squelette à l'extérieur. Allez chercher par exemple la cellulose des plantes, c'est très proche. C'est aussi un sucre complexe, la cellulose des plantes, la chitine des insectes. C'est la coévolution entre les plantes et les animaux. Donc des matériaux nouveaux, des idées du vivant. Je prends un exemple, on a une fleur en France, vous avez les mêmes en Afrique, que nous, petits enfants, on appelait l'herbe qui colle. Vous la jetez sur quelqu'un, elle s'accroche à la jupe ou bien au pullover. On a regardé comment elle faisait. C'est des tout petits crochets. Et donc, en regardant comment elle faisait, il y a un ingénieur suisse qui a inventé le velcro, le scratch. C'est génial. Je colle, je me décolle. Je colle, je me décolle. En observant le vivant. Les avions aujourd'hui volent beaucoup plus vite en consommant moins de carburant parce qu'on s'est inspiré des oiseaux. En ce moment, on fait des avions dont la carlingue est beaucoup plus légère, inspirée des trous que les oiseaux ont fait dans leur squelette. On fait du béton à partir d'une petite éponge de Méditerranée qui sait faire du béton armé. On fait des verres, des vitres à partir d'une petite algue de Méditerranée qui fait des vitres beaucoup plus légères que les nôtres, beaucoup plus transparentes, beaucoup moins lourdes, on a dit, auto-nettoyantes, elles ne sont pas toutes seules. Et quand vous avez fini, vous compostez, vous les mettez sur le fond du jardin et ça disparaît. Le vivant régénère tout ça. Pareil pour le béton des petites éponges. Donc le biomimétisme, c'est le fait d'aller chercher dans la nature des nouveaux systèmes, des matériaux, des idées, des modes de vie aussi en relation. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'éléphant qui faisait caca dans un endroit, pas de scarabée qui venait manger ça. Dans le vivant, il y a des déchets, mais ils sont utilisés par d'autres. Il y a toujours un acheteur pour son déchet. Nous, on a fait des tas de déchets, allez voir nos décharges, on ne sait pas quoi en faire. Donc, le biomimétisme, c'est ça, c'est de dire aux ingénieurs, il faut 3 personnes pour faire du biomimétisme. Il faut un chercheur qui trouve la chose, un ingénieur qui transforme ça en réalisation et une entreprise qui la met sur le marché. Et ça commence à pas mal marcher maintenant. Il faut faire plein de biomimétisme en Afrique. Dernière question. À part, comme vous le dites, la cupidité de l'homme, qu'est-ce qui menace la biodiversité? Si tu veux, depuis le début, on est passé par des grandes crises, on a dit. Donc, il y a eu des grandes menaces déjà.
c'était surtout des volcans énormes qui crachaient, ou bien des impacts d'une énorme météorite, un gros caillou qui arrivait sur la Terre. Vous savez que la 5e crise, on l'explique par un énorme caillou qui faisait 11 km de diamètre, qui est arrivé de l'espace et qui s'est écrasé sur une partie de ce qu'est aujourd'hui le Mexique. Et quand ce caillou est arrivé au sol, à une vitesse incroyable, eh bien, il explose, il se détruit, il fait un énorme trou. Et donc, après ce qui s'est passé localement, la lumière du soleil, elle est obscurcie pendant au moins 6 mois. On appelle ça les hivers. Et en fait, le vivant, donc, ça, il a connu déjà ça. Mais il n'a pas entièrement disparu puisqu'il est toujours là. Donc, si je mets de côté ces choses particulières-là, c'est bien les activités humaines qui menacent le vivant aujourd'hui. Et on a dit trop détruire, trop polluer, trop surexploiter, prendre plus de poissons que ce que la mer peut produire ou plus d'arbres que la forêt peut produire, et tout disséminer partout. Et le climat change trop vite. Donc voilà, les menaces, elles sont là-dessus. Donc comment on fait une agriculture qui respecte la biodiversité? Comment on fait une agriculture qui respecte les zones humides? Comment on fait une pêche au Togo qui respecte les stocks du golfe de Guinée? Comment après on organise tout ça? Comment on arrête d'amener tout de partout avec des espèces exotiques qui n'ont rien à faire au Togo? Et le Togo doit aussi ne pas envoyer ces espèces ailleurs. C'est ça. Donc, les solutions, on les connaît. Où c'est le plus compliqué, c'est le climat, parce que le climat, il a commencé à changer trop vite et il ne va pas s'arrêter comme ça. Le CO2 qu'on respire, là, moi, ici, chez moi, à Bordeaux, et vous, dans la pièce de votre lycée, là, à Lomé, la moitié du CO2 qui est dans la pièce, il y en a un, il a 100 ans. Ça veut dire qu'il a été émis par des gens qui brûlaient du charbon et du pétrole il y a 100 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ouais, c'est pas normal. Nous, on n'en a jamais émis autant qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Donc, cupidité, et puis aussi, on a dit, une culture de l'impact. Chaque fois, tu penses à ce que tu fais. Si tu fais ça, tu vas voir des neurones qui marchent très bien. Quand tu seras vieux, tu ne seras pas Alzheimer. Tu auras toujours pensé beaucoup, 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 et on résoudra nos problèmes. Regarde ce vieux monsieur, Edgar Morin, il a 100 ans. Il dit des choses incroyables. Mais il a un cerveau incroyable aussi, il faut dire. Tout le monde n'est pas comme ça. Et à 100 ans, les filles, il y a 3 filles pour un garçon. Il naît un peu plus de garçons sur la Terre. À 25 ans, il y a le même nombre de filles et de garçons. À 100 ans, 3 filles pour un garçon. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun garçon. C'est intéressant. Ayez confiance en vous, battez-vous. Ne vous laissez pas faire fermement, sans violence, bien sûr. Et puis, vous verrez que si tous les femmes et les hommes de bonne volonté se mettent ensemble, avec des scientifiques, bien sûr, avec des mondes politiques aussi qui sont conscients de cela, avec les citoyens, tous qu'on est là, et l'entreprise aussi qui doit nous aider à changer le monde, je pense qu'on peut encore faire des jolies choses. Et l'Afrique a un avenir fantastique. Moi, j'ai envie de vous donner envie de vivre l'Afrique de demain et l'émerveillement du vivant. Mais pour ça, il ne faut pas le détruire, évidemment, bien sûr.